Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reçoit Lucas Bourbon Bonjour de Olivier. la société Iveo Capital. Merci de prendre votre temps pour effectivement nous parler aujourd'hui de l'expertise d'Iveo Capital. Euh, Bienvenue à tous. Et j'ai invité Lucas Bourbon pour nous parler de gestion obligataire. Alors, je vais me permettre, Lucas, en introduction, de présenter rapidement votre société. Avec plaisir. Euh, voilà, Iveo Capital Partner donc une société qui existe depuis 14-15 ans, qui gère donc ce qu'on appelle dans le jargon un asset manager, donc un gestionnaire d'actifs qui gère principalement deux types d'actifs, des fonds obligataires, donc à base d'obligations, et des fonds de financement d'actifs juridiques. C'est pas l'objet aujourd'hui, cette deuxième catégorie de notre réunion. Ensuite, vous voyez sous vos yeux l'évolution des actifs gérés par Iveo depuis 12-13 ans. Aujourd'hui, c'est plus d'1,7 milliard 700 millions d'euros gérés et donc différents fonds dans cette gestion obligataire. Une gamme, Lucas, peut-être vous voulez dire quelques mots sur cette gamme. Moi, j'ai résumé en fait par échelle de temps ou de risque, mais peut-être on va dire en deux, trois mots quelle est la différence entre les différents fonds. Oui, merci Olivier, merci de présenter IVO Capital. Donc c'est vrai qu'on est une société de gestion française indépendante. On gère sur la partie obligataire une gamme qui est assez étoffée. C'est-à-dire qu'on va être spécialisé sur un univers d'investissement qui est l'obligataire émergent. Et je pense qu'on le détaillera au cours de cette vidéo. Et au sein de cet univers obligataire émergent, notre idée, c'est d'essayer de répondre aux différents besoins en termes notamment de risque ou d'appétence au risque pour les investisseurs clients chez nous, chez IVEO. Donc, vous l'avez bien fait, hein, vous avez, je dirais, trié du plus faible en duration, et on expliquera le terme de duration plus tard, au plus élevé. Et comme vous pouvez le voir, on a une gamme de fonds datés. Donc, ce sont des fonds à échéance avec une maturité fixe. Le fonds IVEO 2028 et le fonds Investment Grade IG 2030 d'IVEO. On a également des supports, donc des fonds d'investissement qu'on appelle ouverts en obligataire. Donc, ce n'est pas avec une date de maturité fixe, qui sont donc le fonds IVEO EM Corporate Debt Short Duration SRI. Désolé pour la longueur du nom, et également notre fonds le plus connu de la part de nos investisseurs, qui est le fonds IVEO EM Corporate Debt, qui fait un peu plus de 800 millions d'encours sous gestion. OK. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail de votre expertise, mais sans rentrer dans le CV de chacun des membres de l'équipe, vous êtes une trentaine de personnes aujourd'hui, avec quatre gérants, six analystes crédit et des analystes spécialisés par type de gestion, on va dire. Neuf langues parlées, hein, neuf nationalités dans l'équipe. Plus de 600 réunions émetteurs, ça veut dire quoi? C'est 600 réunions depuis l'origine? Non, c'est par an, c'est-à-dire qu'on est Ah sur oui, un... Exactement. En fait, l'idée d'IVEO, c'est de couvrir un marché qui est extrêmement large, hein. On parle du monde émergent, donc c'est énormément de pays, d'où les neuf nationalités, les neuf langues parlées au sein de notre équipe de gestion. Et les 600 réunions émetteurs, c'est au sein de notre univers d'investissement, il y a 1700 émetteurs. Et nous, d'accord. on entretient des conversations avec 600 des émetteurs. Donc, ça va être dans le cadre soit de forums où notre équipe de gestion va notamment à Londres, à Participer. Miami ou à New York, et D'accord. également via des visioconférences qu'on réalise avec les équipes et les sociétés qu'on détient en portefeuille. D'accord. Très bien. Alors, voilà, votre marché, je vois donc c'est le monde obligataire et on voit sur ces différents graphiques, différents chiffres que moi j'ai retenus, intéressant, voilà, plus de 60 pays aujourd'hui, plus de 1700 émetteurs, plus de 4800 émissions, c'est quoi, c'est par an là encore une fois ou c'est... Oui, Non, c'est ça, par c'est an, non? global. C'est au niveau global. Vous avez Ah, au niveau 4000 global, qui existent au niveau d'accord. global. Ok, ok. Et alors donc, si on compare, et je vois sur le graphique de gauche, par rapport au marché européen et marché américain, c'est 5 fois le marché européen, c'est pratiquement 2 fois le marché américain, c'est ça? Alors, exactement. Nous, l'idée de notre classe d'actifs, c'est de montrer que c'est un terreau qui est extrêmement large, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opportunités.
Et on a voulu faire un comparable entre l'univers euro high yield, donc ça va être les notations, je dirais les moins bien notées, hein, de l'univers européen, Oui, par rapport à oui. notre marché. C'est vrai que notre marché, souvent, les investisseurs sont pas ou peu investis dessus. Et nous, Mhm. notre volonté, c'est de leur montrer que ne vous inquiétez pas, c'est un marché qui est colossal. Et c'est pour ça qu'on a montré, il fait 5 fois la taille du marché européen à yield, le marché D'accord, qui est très dominant hein, dans les allocations, notamment obligataires des porteurs français. Et il d'accord. est presque 2 fois la taille de l'USAID. Donc, c'est montrer vraiment que voilà, c'est un marché qui est colossal et vous allez voir par la suite avec des sociétés qu'on connaît ou du moins qu'on utilise dans la vie de tous les jours. D'accord, très bien. Donc un marché colossal et on voit effectivement tant au niveau géographique que par secteur d'activité, eh bien une très très grande diversification, hein, si je me trompe pas. Exactement, exactement, Olivier. C'est vrai que souvent, quand on dit qu'on investit dans de l'obligataire, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui vous dit je travaille dans l'automobile. Oui, mais il y a plein de sujets. Même qui vous dit je vends l'automobile, ça peut être une voiture thermique, électrique ou diesel. Nous, notre spécificité, donc je disais, c'est l'obligataire émergent, donc déjà les sociétés émergentes. Donc on est sur la partie société, donc on va financer des entreprises localisées dans des économies émergentes. C'est un premier point parce qu'on ne va pas financer Donc on les États. finance pas des États. D'accord, on est d'accord. Exactement, exactement, Olivier. Et ça, pour nous, c'est gage de sécurité sur notre univers d'investissement parce qu'en plus de financer des sociétés, et vous le voyez ici, c'est quand même des grosses structures. Là, vous avez montré l'exemple de TSMC, qui est le Tout à leader fait. sur les puces électroniques. Je pense que toute personne enfin, toute personne est concernée par cette société car les micro-puces sont implémentées dans tout, que ce soit les téléphones, tout ce qui va être connecté, même chez soi, hein, de Ouais, l'électroménager connecté. aujourd'hui, que ça soit la télévision, j'ai regardé Mhm. justement ça, la télévision, les consoles de jeux vidéo, enfin tous les appareils électroniques, que ça soit une tablette, un téléphone, ont forcément une partie de TSMC qui est le leader mondial, vous voyez, avec près de 70 Exactement. milliards de chiffre d'affaires aujourd'hui, donc c'est un incontournable. Donc on n'investit pas dans des petites sociétés. Exactement. Et ça, c'est le point aussi de cette slide, Olivier, c'est le fait de dire, bah, oui, nous, notre univers nous permet d'investir dans des structures qui parfois ne vont pas être connues, mais néanmoins qui sont Oui. les leaders de leur zone géographique, de leur pays, et même parfois de leur continent. C'est ça qui est attractif dans notre univers, c'est qu'on a un univers qui est large avec des secteurs très diversifiés, et vous le voyez ici, hein, on peut investir dans le secteur donc, des financières, qui est dans l'univers obligatoire le secteur le plus présent, parce que ce sont les banques pour les sociétés qui ont plus besoin de financement. Mais on va également investir dans tout ce qui va être le secteur des utilities. Donc, les utilities, ça va être tout ce qui va être les réseaux d'électricité notamment, et les Mhm. infrastructures, le pétrole, le gaz. Voilà. Donc, c'est un univers qui est très, je dirais, hétérogène en termes de secteur. Et en tant que gérant, c'est ça qu'on aime parce que ça nous permet de bien diversifier un portefeuille obligataire. Alors, je me permets de rappeler, on est d'accord, on n'investit pas en actions dans les sociétés, on prête de l'argent à ces sociétés, en fait, hein. On est bien Exactement. Alors, d'accord. nous, l'obligataire, donc ça signifie qu'on va prêter de l'argent contre un niveau de rémunération qui a un intérêt de la part de l'émetteur. Et donc, nous, on le fait au sein de l'univers émergent, comme je l'ai dit. Et si on va encore plus loin, on le fait au sein de l'univers émergent en investissant en devises dures. Donc, qu'est-ce que ça signifie investir en devises dures? Ça signifie Oui. qu'on va leur prêter de l'argent, mais en dollars, en euros ou en livres sterling. Et ça, Voilà. l'avantage de cet investissement en devise dure, ça signifie que vous n'allez pas être assujetti, comme l'action, à la devise locale. C'est-à-dire que quand j'investis, par exemple, dans une société au Mexique, je vais investir dans Mmh. son obligation en dollars. Et donc, si D'accord. demain le peso mexicain se déprécie, moi, j'ai aucun impact, car je suis affilié à l'obligation en dollars. Et ça, c'est un très bon D'accord. point, parce que ça permet, et je finirai sur ça, de profiter, je dirais, des dynamiques de croissance de ces sociétés présentes dans le monde émergent sans pour autant prendre le risque de taux de change qui est inhérent, notamment dans un univers étranger. D'accord. Alors, là, sous les yeux, on voit diversification sectorielle, pardon, et levier d'endettement. C'est Oui, intéressant en termes de risque, puisque, bon, d'un côté, donc, ça veut dire qu'on a une bonne diversification par rapport à d'autres types de gestion. Qu'est-ce que signifie cette diversification sectorielle? exactement. Alors c'est vrai que quand on parle souvent d'une allocation, et l'adage, le fameux adage dit de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc d'où Oui. l'idée d'avoir une diversification complète au sein de ces allocations. C'est vrai que la diversification, elle est très présente chez nous parce que déjà, bon, vraiment, elle est géographique.
Cela va de soi, nous, on investit dans le monde émergent et pas en Europe, occidentale notamment, ou aux États-Unis. Donc ça, c'est une première Mhm. diversification. Mais la deuxième diversification qu'on trouve cohérente, c'est la diversification sectorielle. Je m'explique, tout à l'heure, on a parlé de TSMC. Oui, Bien que ce soit en Asie, si demain il y a une crise sur le secteur des puces microélectroniques, bah, ça va impacter autant une société en Asie qu'en Europe qu'aux États-Unis, parce qu'il y a une d'accord. crise, je dirais, sectorielle. L'avantage qu'on a, et c'est pour ça qu'on a mis en comparable par rapport à l'euro yield, comme je le répète, qui est quand même dans l'univers obligataire, bah, l'investissement le plus présent, notamment en France, bah, on voit qu'on est sur des secteurs totalement différents en gris et en bleu. En D'accord. bleu, ce sont nos portefeuilles, en gris, le secteur Euro-Wild. Et on voit que c'est totalement différent de ce qu'on va retrouver dans l'univers Euro-Wild. Donc, la complémentarité, elle est hyper importante et la diversification, bah, nous, elle se fait aussi en termes sectoriels. D'accord. Et alors, levier d'endettement, comment on comprend effectivement ces deux autres graphiques? Donc, l'un est pour IG, donc investment grade, je rappelle, c'est des investissements dans des obligations qui sont bien notées et on met souvent dans cette classe les différents États et les entreprises qui représentent le panier le plus important des différents indices. Donc, c'est ce qu'on note le mieux. Et puis le high yield, euh, en français on dirait haut rendement, ce sont les entreprises moins bien notées, mais qui justement en échange de cette moins bonne notation offrent des fois des rendements bien meilleurs. Donc qu'est-ce que veulent dire ces deux graphiques? Alors, c'est très bien résumé, Olivier, la segmentation, je dirais, au rendement et investment grade. On va prendre l'exemple typiquement d'un banquier, hein. C'est-à-dire que si vous avez bah, Oui. un profil de risque plus important, bah, le taux que vous devrez payer à vos emprunteurs, bah, il sera plus élevé. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Mhm. Ce graphique-là, il faut avoir en tête que nous, on est gérant obligataire. Donc ce qui nous intéresse, c'est pas comme de l'action. L'action, l'intérêt d'investir dans de l'action, c'est que la société soit en croissance, qu'elle génère de plus en plus de revenus, qu'elle gagne de la part de marché, etc. Nous, l'obligataire, je dirais on est comme un banquier. Le seul objectif qu'on a, c'est que vous nous remboursiez en temps et en heure du montant qu'on vous a prêté. Et l'avantage, c'est que quand on va investir, on va quand même regarder la solvabilité des sociétés dans lesquelles on investit. Et ce graphique, il est hyper intéressant car il montre, vous avez la ligne bleue, c'est l'univers émergent. Donc, investment Oui. grade, comme vous l'avez expliqué Olivier, et high yield, au rendement. Et après, en gris et en noir, vous allez avoir les univers des marchés développés. Donc, États-Unis en noir et Europe en gris. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que les sociétés émergentes sont en fait largement moins endettés, parce que le levier d'endettement, c'est dette nette sur EBITDA. Ça signifie c'est un Mhm. ratio économique qui est très regardé quand on est gérant obligataire, hein, qui signifie en combien d'années d'excédent brut d'exploitation, c'est une métrique en dessous du chiffre d'affaires, c'est quand on enlève les charges de chiffre d'affaires, vous allez rembourser toute votre dette, dette nette sur EBITDA. Et là, on constate que bah, une société investment grade émergente, en moins d'un an, parce que son ratio est de 0,9, en moins d'un an, elle va rembourser toute sa dette grâce à cet excédent brut d'exploitation. Et c'est très intéressant D'accord. quand on est gérant, ça signifie qu'en fait, notre univers permet d'avoir des sociétés largement moins endettées et paradoxalement, on le verra par la suite, qui paie plus. C'est ça qu'on trouve attractif. D'accord. D'accord. Tout à fait. Ok, c'est compris. Et alors, donc là, on a un exemple que je trouvais assez parlant où vous comparez ADP, donc aéroport de Paris, hein, donc sur la droite, avec Exactement. Quickport, donc un aéroport d'Équateur, l'Équateur. Exactement. Alors, cette slide, elle est très intéressante parce qu'elle permet vraiment de comprendre notre gestion et notre approche. Nous, chez IVEO, on va profiter d'une inefficience qui est structurelle au marché de l'obligataire, qui s'appelle le plafond souverain. Le plafond souverain, c'est très simple. Ça signifie que quand vous êtes un émetteur, donc c'est une société qui émet de la dette pour aller chercher des financements, Donc qui bah, vous allez emprunte. exactement qui emprunte, vous allez avoir une notation, tout simplement, qui va noter la qualité de votre société pour avoir plus ou moins un taux d'intérêt élevé ou pas. Et en fait, le plafond souverain, ça signifie que bah, si vous êtes une société, vous avez beau être une très très bonne société, c'est-à-dire peu endettée, en croissance, qui a toujours payé, si vous êtes dans un pays qui est mal noté, vous allez avoir une mauvaise note. Pourquoi? Parce que vous êtes plafonné par la notation de votre pays. Et D'accord. donc ça signifie quoi? Ça signifie, on a pris l'exemple de Quipor, hein, qui est l'aéroport de Quito en Équateur. Donc cet Mhm. aéroport de Quito en Équateur, si on regarde sa qualité propre, hein, on appelle ça en termes économiques la qualité idiosyncratique, c'est propre à soi-même, bah, vous Oui. voyez que c'est une note
une société qui est notée triple B-. D'accord, Sachant que, pour rappel, on part du triple A, ça c'est la meilleure note possible. Ensuite, vous avez triple A moins, double A moins, etc. Jusqu'à défaut et triple C moins, qui sont les pires notes de l'univers d'accord, obligataire. Et là, on constate que d'accord, cette société, imaginez qu'Ipor se situe en France, cette société serait notée triple B moins. Parce que comme d'accord. elle est localisée en Équateur et que Mhm. l'Équateur, le pays, est noté triple C, automatiquement, la notation finale de cette société, c'est triple C. Et D'accord, donc, ça a un impact direct pour un rendement obligataire parce que ça signifie que cette société qui va être 2 fois moins endettée que l'aéroport de Paris, ben, elle va payer presque 5 fois plus en termes de coupons que son homologue européen/français. Et donc, nous, on adore ce type de rendement, ce type d'opportunité. Et c'est pour ça qu'on a créé une approche chez IDEO qui s'appelle l'approche mauvais pays, bonne société. Notre rôle, c'est de trouver des pépites qui vont être présentes dans des économies qui peuvent être parfois compliquées, mais là où on trouve que les sociétés sont très attractives et paient beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport à ce qu'elles devraient payer normalement. Je d'accord. sais pas Donc, vous si... voulez dire, oui, j'ai bien compris, mais est-ce qu'on pourrait interpréter comme ceci, c'est qu'en fait, on a une entreprise qui se trouve avec une mauvaise note, donc d'apparence, mais qui en fin de compte est plus Exactement. solide qu'une autre entreprise Oui, et qui, en fin de compte, subit cette mauvaise notation et qui le paye cher parce que quand elle emprunte beaucoup plus cher. exactement. Vous avez très bien résumé, Olivier, c'est tout à fait ça. Et ça, D'accord. ce mécanisme n'est pas que propre au monde émergent, hein. Pourquoi? Parce Oui, que l'Europe l'a connu dans les années 2011-2012, lors de la crise de la dette souveraine. Je ne sais pas si vous vous souvenez. d'accord, oui, avec la Grèce, l'Italie, Exactement, exactement. Et l'Espagne. en fait, à Mhm. l'époque, la Grèce avait été ce qu'on appelle, en termes économiques, downgradée, c'est-à-dire que la Ouais, notation du pays avait ça avait été baissé. mis dans la catégorie A yield, hein, ça avait été triple C, Mhm, et mhm, automatiquement, tout le secteur privé, donc toutes les sociétés, ont de facto été catégorisées A yield. Et je vous invite mhm. à regarder les performances des gérants obligataires européens à la suite de ça. Oui, tout à fait. On avait des 15 et des 20%. C'était assez. Mais Exactement. Parce que bon, vous c'est vrai aviez... que quand on écoutait les médias, bon, Ah, on se c'était le disait oui, chaos. la Grèce va faire faillite et personne va payer. Donc voilà, alors que Exactement. bon. Et Mhm. c'est pour ça, c'est très important qu'il faut dire que nous, on est sur les sociétés et pas sur les Ouais, États. Parce que oui, les États parfois peuvent faire défaut. L'Équateur, en 2020, a fait défaut 2 fois. C'est-à-dire que 2 fois, l'Équateur n'a pas payé son coupon qui était dû aux investisseurs. Par contre, l'aéroport de Quito a ouais, toujours payé en temps et en heure. Et c'est là où il faut faire vraiment une distinction entre le secteur public et le secteur privé, d'accord. notamment en termes obligataires. D'accord. Donc, comme on voit, effectivement, on a un coupon aujourd'hui sur ce type Exactement. d'entreprise de 12% comparé à l'aéroport de Paris, qui a un coupon de 2,75. Donc, voilà, un C'est ça. mix des deux peut être quand même intéressant. Alors, Exactement. passons à la slide suivante. C'était voilà la composition effectivement de votre portefeuille qui aujourd'hui, si je me trompe pas, a plus de 120 titres obligataires. Mm. Donc, c'est quand je vois différents fonds, que ce soit actions ou obligataires. Bah, quand on a 20, 30 valeurs, c'est ce qu'on appelle un portefeuille concentré et donc quand même assez risqué puisqu'il n'y a pas une très très grosse diversification. Un portefeuille moyen, on va dire, c'est au moins 60-70 valeurs. Quand je vois un portefeuille de 120 valeurs, je dis voilà, bon là il y a une très très bonne diversification, donc le risque doit être maîtrisé. Et quand on voit les performances, bon, on se pose pas mal de questions et effectivement vous allez m'expliquer. Mm. Ouais, c'est vrai que c'est bien résumé, Olivier. Disons qu'il faut savoir être humble dans la gestion d'actifs et la Mhm. gestion de conviction, c'est très bien, mais parfois, vous pouvez avoir une mauvaise nouvelle que vous n'avez pas prédit, une fraude ou autre, qui va vous Oui. faire perdre toutes les performances. Nous, on choisit plutôt de diversifier notre portefeuille. C'est pour ça qu'on a 120 lignes. Et comme vous le voyez, on est sur des secteurs, je le redis, hein, très différents de ce que vous pouvez retrouver initialement dans un portefeuille obligataire. Mais Oui. aussi, on est sur des secteurs qu'on aime bien, qu'on appelle des secteurs tangibles. Je vais Mhm. prendre Mhm. l'exemple des infrastructures et des utilities. Mhm. Mon exemple de l'aéroport de Quito en Équateur, il y a peu de chances que l'aéroport national/international d'Équateur demain fasse faillite. Sinon, en fait, plus personne ne D'accord. pourrait rentrer en Équateur, notamment dans des économies émergentes où le tourisme est quand même une partie prenante de ces économies et du PIB. Donc ça, c'est un D'accord. point qui est important, c'est le fait du fait de notre segmentation sectorielle, donc les secteurs qu'on va Mhm. Mhm. privilégier, bah, vous allez tout simplement avoir des secteurs plutôt tangibles.
Je veux dire, Ok. les utilities, c'est comme un EDF en France. Bon, il n'y a pas énormément d'acteurs, enfin Engie, pardon, maintenant, il n'y a pas énormément Mhm. d'acteurs, donc vous êtes quand même en position de monopole ou d'oligopole. Et ça, c'est ce qu'on Ouais, aime tout à beaucoup. fait. EDF, Exactement. Engie, Vinci, Veolia, toutes ces voilà, sociétés, en tout fait, à il fait. faut comprendre nos portefeuilles. Nous, on achète ces très belles boîtes, mais Mhm. dans le monde émergent. Pourquoi? Parce que D'accord. si quand on achète ces très belles boîtes en Europe ou en France, elles sont merveilleuses, hein, mais par contre, elles payent Mhm. très peu. C'est-à-dire que vous allez gagner Ouais, du tout à fait. 2,75, 3. Nous, on a de Ok. la chance de pouvoir avoir des rendements plus élevés. Alors, parlons justement des rendements passés pour l'instant, puis on va voir les rendements futurs qu'on peut espérer. Donc Exactement. voilà l'historique aujourd'hui de votre portefeuille principal et on voit effectivement bon deux années en négatif, mais ce qui est intéressant, c'est de si je fais un focus, pourquoi moi je me suis intéressé, si vous voulez, à votre gestion, c'est qu'en 2022, on a un krach obligataire, c'est la guerre en Ukraine, c'est la remontée des taux d'intérêt et Exactement. tout baisse, hein, aussi bien les actifs en actions que également les obligations de par la remontée de taux d'intérêt. Et donc, fin 2022, si on s'intéresse à ce type d'actifs, eh bien, on voit que 2023 et 2024, on a des performances que je dirais dignes des actions, mais pour moi, c'est effectivement assez exemplaire de voir performances de ce niveau-là avec un niveau de risque très limité. Alors, merci déjà, Olivier, pour cette présentation des Ouais, performances je de vous en la prie. gamme des supports. Ce qu'il faut comprendre dans l'univers obligataire, c'est que avant 2022, je dirais de 2015 à 2022, on a connu une époque anormale, c'est-à-dire que les taux étaient à zéro, on a même eu des taux négatifs. Ouais, Et il faut revenir à la base des choses. C'était cette époque-là qui était anormale, ouais, à l'époque actuelle. Je pense que vous avez connu hein, des taux tout à fait, d'intérêt tout plus à fait. importants à l'époque. Juste, il y a eu un phénomène où il y a eu de la planche à billets, notamment aux États-Unis et en Europe, qui a permis d'avoir des taux très bas. Là, on change de paradigme, si je puis dire, depuis 2022, avec, vous l'avez très bien évoqué, la crise des taux. Et c'est une crise des taux parce que les taux sont passés, je parlais aux États-Unis, ils sont passés de 1% sur du 10 ans américain à 4%. Vous avez pris Mhm, 3% en l'espace de même pas un an. C'est énorme. C'est pour ça que mhm, les performances obligataires sont mauvaises, ou du moins négatives, en 2022, mais pour tout support obligataire. Par contre, l'avantage qu'on a sur de l'obligataire, c'est que c'est pas comme de l'action. Une obligation, elle part à 100, à maturité, elle reviendra à 100. Donc il y a ce qu'on ouais, appelle l'effet élastique. C'est-à-dire que si j'ai une baisse de la valorisation de mon obligation, si mon obligation, elle valait 100 hier, maintenant elle vaut 80, ben, on sait qu'elle est sous-valorisée et qu'elle reviendra à 100 à maturité. C'est ce qu'on appelle le phénomène de retour au par dans le jargon obligataire. Et tout à fait. nous, on a fait des très bonnes performances en 2023 et 2024. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que comme on avait eu une dépréciation des obligues en 2022, ben, l'effet mécanique est revenu. Et en plus de ça, les taux sont restés élevés. Et peut-être quelque chose à retenir hein, de toute présentation macro sur l'univers obligataire, et je vais être assez cash, hein, c'est quand vous avez des taux élevés, l'obligataire est intéressant et attractif. Mhm, L'obligataire est attractif parce qu'il faut que vous ayez en tête que vous êtes un banquier, vous avez fait un prêt. Bah, si vous avez prêté à un très très bon client avec un taux de 4%, bah, si les taux baissent, qu'est-ce qu'il va faire? Le client, il va revenir vous voir pour dire, bon, écoutez, est-ce que je peux renégocier mon taux à 3, à 2,5? Vous n'avez mhm. peu d'intérêt parce que ça baisse. Alors que si les taux restent élevés très longtemps, mais vous êtes très content parce que vous êtes rémunéré du 4% chaque année. Nous, c'est exactement pareil. Et la chance qu'on a, et c'est un peu pour la slide suivante pour présenter les perspectives, c'est que, Oui, voilà. ouais, c'est une transition pas mal. Bravo, bravo. Tout à fait. Donc, perspective 2025, pourquoi il est encore intéressant d'investir sur ce type d'actifs et je vous laisse un petit peu nous expliquer particulièrement là en ce début mai ou fin avril, eh bien suite à ce que Monsieur Trump nous a annoncé et comment il a fait Exactement. vaciller les marchés. Exactement. Donc, ouais, voilà. Là, vous avez deux côtés, donc partie européenne, partie américaine. Comme je Mhm, disais, pourquoi on vous montre ça? Nous, 70% des obligations qu'on détient en portefeuille sont libellées en dollars. Donc, ce qui va nous importer, ça va être la courbe des taux américaine, dirigée par la Fed. Donc, qu'est-ce que c'est la courbe des taux? Là, vous voyez l'évolution des taux US 50 depuis 20 ans. Donc, ça veut dire que nous, on appelle notre proxy, donc c'est l'outil qu'on va utiliser pour voir où on en est, compte tenu de notre duration, ça va être les taux 5 ans. Et ces taux 5 ans, on voit que depuis 20 ans,
ils ont été très bas jusqu'à Ouais. 2022 avec une énorme montée des taux. Et là, Mhm. depuis 2022, 2023, 2024 et 2025, l'élection de Trump, on voit que ça, c'est volatile. Néanmoins, on est sur des niveaux élevés. Là, on est à 4% de taux. C'est-à-dire que demain, c'est le taux sans risque, hein, le taux 5 ans US, bah demain, vous financez le taux souverain américain 5 ans, vous gagnez 4% en dollars, ce qui est très haut par rapport à Mhm. des 0% ou 0,75 il y a de ça que 3 ans et demi, 4 ans et demi. Donc, c'est D'accord. ça qui est intéressant. Et depuis Trump, qu'est-ce qui s'est passé? Les taux ont monté parce qu'il y a eu Ouais. plus d'incertitudes avec les différents tweets hein, qu'il a postés, ou du moins les différents, je dirais, Les annonces qu'il a tactiques, faites par exactement, rapport les aux différentes tarifs douaniers. annonces, tarifs douaniers, ce qui se passe notamment aussi avec la guerre Russie-Ukraine, les potentiels accords, les risques, je dirais, géopolitiques. Et donc, Mhm. automatiquement, ça crée de l'incertitude. Et quand il y a de l'incertitude, les marchés vont acheter du sans risque et c'est là où vous avez les taux qui augmentent. Et D'accord. pourquoi on trouve que c'est intéressant? Parce que avoir des taux élevés est attractif pour l'univers obligataire. Alors, on revient un petit peu sur ces graphiques qu'on avait vus tout à l'heure, ces leviers d'endettement par rapport entre le high yield et l'investment grade. Et là, j'ai voulu souligner effectivement les taux de défaut parce qu'on nous demande souvent quels sont les risques sur ce type d'actifs contrairement aux actions. Et donc, les prévisions que vous avez là de JP Morgan montrent que là, encore une fois, sur votre marché, le risque de défaut, il est passé de 1,3% à 1,7%, alors que sur les US ou sur la zone euro, alors sur les US, il a un peu baissé, il est meilleur bien sûr, mais voilà un yield, et mais sur la zone euro, il est presque 3 fois plus élevé. Hein, donc il est plus intéressant aujourd'hui, moins risqué d'investir donc dans des obligations des pays émergents, des sociétés des pays émergents, que sur des entreprises de la zone euro. Et plus particulièrement, ce pourcentage signifie qu'on on aurait en théorie le risque sur 100 obligations d'avoir une à deux obligations qui fassent faillite. Donc, dans un portefeuille très diversifié, ça veut dire que le capital est quasi protégé. Mais voilà, on peut pas le dire, mais ces indicateurs nous rassurent par rapport à des risques de défaut qui peuvent exister quand on achète des actions ou quand on a un portefeuille beaucoup plus concentré. Hein, je résume bien ou j'interprète bien? Oui, alors, ce qu'il faut avoir en Ouais. tête, c'est que souvent, en fait, le risque que vous avez dans un portefeuille obligataire, dans un fonds obligataire, c'est le risque de défaut. C'est-à-dire qu'une Oui. société ne paie pas le coupon en temps et en heure, ou alors Mhm. tout simplement que cette société décide de ne pas vous rembourser. Ça, c'est Mhm. le risque principal de l'obligataire. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les perspectives de taux de défaut au sein des univers d'investissement. Il y a des années où les taux de défaut sont extrêmement élevés, notamment dans l'univers émergent ou dans Oui. l'univers européen. Une année, par Mhm. exemple, comme 2021, a été une année Oui. singulière dans l'univers émergent. Pourquoi? Parce que 20% de notre univers obligataire émergent, c'est la Chine. Et en fait, en Mhm. 2021, il y a eu ce qu'on appelle la crise du real estate chinois. Donc, la crise de tous les promoteurs immobiliers chinois, avec, ça va peut-être vous parler, mais des Evergrande, des Sino-Ocean, toutes ces sociétés, ces immenses promoteurs immobiliers chinois qui ont fait faillite en Oui. Oui. 2021. Tout à fait. Tout à fait. Donc Mhm. ça avait créé un taux de défaut extrêmement élevé dans l'univers émergent à île. Nous, on était très peu présents. Mhm. On Mhm. n'avait même pas 1%. Mais c'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est très hétérogène dans l'univers oblique émergente. Donc parfois, vous pouvez avoir des années, typiquement 2022, pareil, 2022, vous avez la guerre Russie-Ukraine. Tant la Russie que l'Ukraine sont des sociétés émergentes. Donc on a eu un taux de défaut un peu plus élevé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est, on a regardé le rétroviseur, maintenant c'est de regarder plus tard. Et ça, ce sont les projections de JP Morgan qui anticipent, bien sûr, après, ce Oui. sont des anticipations, hein, Mhm. à Mhm. voir si c'est factuel et tangible à la fin de l'année 2025. Mais pour l'instant, la qualité des sociétés qu'on détient est très bonne, donc le taux de défaut va paraître moindre que par rapport à de l'euro à yield pour l'année 2025. Et ça, on trouve ça attractif parce que vous allez avoir des sociétés qui vont payer plus et qui Oui. potentiellement vont avoir un défaut moindre au sein de l'univers investisseur. D'accord. Et donc, ce qui est important aussi de rappeler, c'est que dans la performance que vous allez délivrer, en fait, il n'y a pas que l'intérêt que vous versez, que vous recevez de la part de l'émetteur de l'obligation. Il y a aussi, on va dire, le jeu, mais votre gestion et votre expertise Mm. sur des différentiels et des écartements, effectivement,
de courbe de taux. Enfin, je ne sais pas trop bien l'expliquer, mais effectivement, il y a deux composantes qui sont intéressantes. Il y a à la fois l'intérêt versé, mais également une plus-value potentielle on va aller chercher par rapport à des, des situations de marché anormales et que vous allez justement pouvoir cibler. Hein. Et donc voilà, c'est ce que vous pouvez nous en dire un dernier mot? Exactement. Alors, pour que les personnes comprennent bien l'univers obligataire, souvent l'univers obligataire, il faut attention aux amalgames, il y a ce qu'on appelle le coupon et le rendement. Et ce Oui, n'est pas pareil. C'est-à-dire que typiquement, oui, quand on parlait tout à l'heure de l'aéroport de Paris, vous avez vu un coupon de 2,75. oui. C'est-à-dire que lors de l'émission, l'aéroport de Paris, le prix d'une obligation de l'aéroport de Paris, je prends un exemple, est de 100. Et donc ce Mhm. 100 vous paiera 2,75 € par an. Ça va être le coupon. Donc, tous les ans, vous allez recevoir ce 2,75. Par contre, jusqu'à la maturité de l'obligation, imaginez que ce soit une obligation de 5 ans, Oui, le prix ne reste pas 100 de l'obligation à l'aéroport de Paris. Elle oui. va fluctuer par rapport tout simplement à l'environnement économique, à la demande, à l'offre. Et donc parfois, il se peut que l'aéroport de Paris, cette même obligation qui valait 100 il y a un mois, maintenant vale 90. Mhm. Et quand il va valoir 90, le rendement de l'obligation ne sera plus égal au coupon, donc ne sera plus de 75, mais sera Oui. supérieur. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une obligation qui sera sous-valorisée. Donc je prends un exemple. Si demain, il y a je dirais une crise de l'univers aéroportuaire, Aéroport de Paris risque de voir son prix de l'action, certes, hein, mais son obligation, le prix de l'obligation baisser, et donc automatiquement le rendement augmenter. D'accord. Nous, ce D'accord. qu'on trouve intéressant, donc ça, c'est la composante, la différence entre le coupon et le rendement. Après, qu'est-ce qui va impacter ces deux facteurs-là? Il va y avoir les taux. Donc, vous savez, il y a une relation négative entre le prix d'une obligation et les taux. C'est-à-dire que si vous avez une hausse des taux, le prix de votre obligation sera inférieur. Vous allez perdre de la valeur sur votre obligation. Pourquoi? Parce que Mhm. hier, les taux étaient à 3, donc j'étais rémunéré 3. Maintenant, les taux sont à 4, donc je serai potentiellement rémunéré 4. Donc, ma nouvelle obligation est quand même plus attractive que l'ancienne. Et c'est pour ça que l'ancienne perd en prix. Et le deuxième point, c'est la prime de risque, donc le spread que vous voyez ici. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec l'exemple d'aéroport de Paris. Oui. Si le secteur va moins bien, il y a une prime de risque qui augmente, vous êtes mieux rémunéré, et donc Oui. automatiquement, le rendement va augmenter. Et ce qu'on a voulu montrer ici, c'est que l'intérêt actuel de l'obligataire et encore plus de nos stratégies, c'est qu'en fait, sur un rendement de 10, je prends un exemple, hein, le rendement n'est pas de 10, le Mhm. rendement en euros de notre gamme, et vous verrez par la suite, est aux alentours de 7,5, voire presque Oui. 8%. Mais imaginez Mhm. votre rendement, il est 10, vous avez 4% qui est, qui provient du taux sans risque Oui. et de la prime qu'on va chercher en sélectionnant des sociétés au sein de notre univers. Et Voilà. ça, Et c'est là toute votre expertise, c'est-à-dire vous achetez pas seulement un taux, vous achetez exactement. effectivement une sélection et à un moment vous avez profité voilà d'un marché qui était très favorable et c'est Mhm. ce qui s'est passé fin 2022 de façon très prononcée. On le voit ici, hein, donc en 2022 avec la remontée des taux d'intérêt, alors on avait plus de 10% si vous voulez de rendement, tandis que aujourd'hui, ben, normalement, ça s'est un peu abaissé, mais hop, l'effet des paroles de Monsieur Trump, ben, on fait que ça remontait. Donc, vous avez saisi cette opportunité-là ces derniers jours. Exactement. OK. C'est ça. Donc, ben, on va faire un petit zoom pour terminer sur le fonds que nous affectionnons plus particulièrement, qui est ce fonds, donc IVOM Corporate Debt, anciennement IVO Fixed Income, qui est donc un fonds très diversifié. Et je vais me permettre voilà, de le présenter rapidement. Donc, c'est un fonds qui a 120 obligations en portefeuille qui, aujourd'hui, permet d'embarquer un rendement brut en dollars de 9%. D'accord? Donc, ça, c'est si on l'achète aujourd'hui, on a un rendement et qu'on le garde dans la duration 3,8 années. Ça veut dire qu'on garde à peu près 4 ans. On est quasiment assuré d'avoir du 9%. Et comme vous achetez en dollars et que nous sommes en Europe, eh bien, pour ne pas prendre de risque de change, on va le convertir en euros. Enfin, vous allez apporter des protections pour pas qu'il y ait des risques de change. Et donc, ça nous laisse quand même 7% en euros. Voilà. Donc, si vous voulez apporter Ouais. quelques Juste quelques points, notamment pour importants. la compliance qui va être derrière. Oui, C'est, tout à c'est- fait. ah, Attention à ce qu'on dit. Pas de exactement. promesses. Parce que faut savoir qu'on est quand même
je dirais un secteur où on est assez réglementé Très et il faut contrôlé, vraiment très faire contrôlé. attention à ce qu'on dit. Tout à fait, Alors, tout à fait. nous, la proposition de valeur du portefeuille Ivo Corporate Debt, c'est donc s'exposer, comme vous l'avez compris, à ces sociétés émergentes avec des rendements attractifs par rapport à la qualité qu'on détient. Mhm. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est notre principal fonds. C'est vraiment le plus gros de notre gamme. Il fait bientôt 820 millions. Il était à 880, mais avec l'effet marché, il a un peu baissé. Mhm. Concernant le rendement, il me semble qu'à l'instant T, on est plus aux alentours d'un rendement de 7,5 en euros. Pourquoi? Parce Ouais. que ça, c'était les chiffres d'avant. Maintenant, ça a été revalorisé du fait de ce que vous l'avez évoqué, Olivier, avec Ouais. les Trump. Par Mhm. contre, juste pour vous donner des petites parenthèses sur le rendement espéré, il faut avoir en tête que le rendement qui est affiché, donc c'est le rendement toutes choses égales par ailleurs, si on conserve les obligations pendant leur vie, qu'il n'y a pas de défaut, etc. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'idée et l'objectif, c'est d'avoir, entre guillemets, ces niveaux de performance grâce au rendement. Mais un exemple, les années où on fait des 10% de performance, le rendement à l'époque était plus aux alentours de 8,5, 9. Et pourtant, on a surperformé. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand vous avez un rendement actuariel, c'est un très bon indicateur pour la potentielle performance que vous allez générer, mais ce n'est pas écrit dans le marbre parce qu'il va y avoir des fluctuations. C'est juste Bien ça que je sûr. voulais apporter en précision. Bien Mais par sûr, voilà. avoir C'est des comme rendements, on dit pardon, les rendements passés ne préjugent pas des ouais, rendements les futurs. Ça, performances c'est, passées, voilà, les exactement. performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ça, c'est Exactement. évident. C'est évident. Mais Mais si vous voulez, ce qui est important pour nous aussi, c'est que on a accès facilement à ce type de gestion dans nos contrats d'assurance vie. Et puis, on a une liquidité quasi totale. Donc, exactement. on peut rentrer, on peut sortir. C'est pas aujourd'hui, si vous voulez, que qu'on en parle, que j'incite à sortir. Mais depuis 2 ans, vous avez rempli le contrat, hein, si on peut dire. Vous avez apporté ces rendements-là. Et par rapport aux perspectives, sauf si Monsieur Trump ou sauf si on a cette fameuse troisième guerre mondiale que tout le monde attend et personne n'espère. Mais bon, voilà, on a vu tous les événements qu'on a eu depuis quelques années. Et malgré tout, les rendements se maintiennent. Donc, il n'y a pas de raison, si vous voulez, sauf événement majeur, que 2025 ne se déroule pas comme vous le, vous Ouais. le proposez. Et Voilà, je ne vais pas dire exactement. promettre, mais vous proposez. Et pour conclure peut-être cette présentation, il faut avoir en tête que dès que vous allez regarder un univers obligataire, il faut regarder bien sûr la notation et la qualité du portefeuille. Là, on Oui, voit qu'on est sur une qualité W-, donc c'est du haut rendement, mais c'est du très bon haut rendement. oui, Mais voilà, l'indicateur du rendement élevé est un très bon indicateur pour les performances futures. Plus vous avez un rendement élevé dans votre portefeuille, plus les performances futures vont être attractives. Si demain, le fonds IVO LM Corporate Debt apporte un rendement de 4%, bah, ce sera moins attractif que maintenant quand ça paye du 7 ou du 7,5. Ça, c'est sûr et certain. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, bah, je vous remercie, Lucas, pour votre Merci Olivier. présentation, d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu tout ça. J'invite tous ceux qui nous suivent effectivement eh bien, à se connecter à notre site internet, à se connecter à votre Patrimoscan pour suivre vos investissements et découvrir votre profil d'investisseur. Et je vous donne rendez-vous donc dans les prochains jours, prochaines semaines pour une autre interview sur des sujets différents. Mais voilà, restez connectés. Je vous remercie. Merci Lucas et à très bientôt. Merci Olivier, c'était un plaisir. Au revoir tout le monde. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.